profil psychologique des personnages. Donc, c'est des faiblesses morales, c'est des faiblesses mentales, et puis voilà. Donc, ce sont ces éléments-là. Faiblesse morale, qu'est-ce que c'est? Une faiblesse morale, en fait, c'est. On va commencer par la faiblesse mentale. La faiblesse mentale est plutôt intérieure. Donc, c'est un comportement, une faiblesse intérieure qu'on a, donc qui nous permet, bien qui nous bloque en fait. C'est ce qu'on appelle la faiblesse mentale. Il y a à côté la faiblesse morale. Ce qu'on appelle faiblesse morale, c'est quelque chose qui de dérangeant, de négatif en nous, qui influence notre entourage. Donc, qui n'est pas, donc qui dérange, qui bloque les autres, qui influence, qui dérange les autres. Voilà. Alors que la faiblesse mentale, elle peut être, ça peut être juste personnel. On peut arriver à la contrôler, mais quand elle devient une faiblesse, quand ça devient quelque chose de moral, qui touche à la morale, c'est quelque chose qui influence ou bien qui déteint, on va dire, sur notre entourage. Le besoin, donc, qui est intrinsèquement lié au deuxième point qu'on appelle le désir, c'est comment dire, c'est le but final, c'est le but recherché en fait par notre héros, notre personnage principal. Donc, le besoin, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui est important pour le personnage. Donc, c'est le but final, c'est le trophée pour le personnage qui a le besoin. Le deuxième élément, le désir. Donc, le deuxième élément de la structure narrative qui est le désir, c'est un élément qui va permettre, qui va pousser le personnage à aller vers sa quête. Est-ce que jusque-là, on se comprend bien, ça a l'air un peu trop théorique? Je prends un exemple. On a un personnage qui... voilà, un personnage qui est alcoolique. Donc, il a toujours envie de boire, par exemple. Est-ce que ça, c'est un besoin, le fait de boire, ou bien c'est un désir? Qui peut répondre? Élément que vous devez savoir aussi, c'est que le désir, en fait, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Donc, il peut répondre. Un personnage qui a toujours envie de boire, il veut boire de l'alcool. Est-ce que c'est un besoin ou bien c'est un désir? La personne du silence est bien timide. Julien, pour toi, qu'est-ce que c'est? Oui, je disais que c'est pour moi un désir qui est devenu un besoin pour lui, en fait. Un désir qui est devenu un besoin. Mais c'est quoi? Si vous devez mettre catalogué, c'est quoi? Pour toi, c'est un désir ou c'est un besoin? Bon, la boisson est un désir pour moi à la base. Et ça devient un besoin quand on est alcoolique. Donc, je vais mettre ça dans la catégorie des désirs, en fait. D'accord, très bien. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, en fait, le désir, c'est, comment on appelle ça, c'est lié, c'est une faiblesse. Donc, quelqu'un qui a toujours, qui veut boire de l'alcool, j'ai besoin de boire de l'alcool. En fait, ce n'est pas un besoin, c'est un désir. Parce que le désir est lié à la faiblesse. Donc, le désir est lié à l'élément, qu'on va dire, déclencheur qui va nous pousser à aller à rentrer dans la quête, à rentrer dans l'histoire pour pouvoir finalement retrouver ce qui est important pour nous, donc le besoin. Donc, par exemple, si on crée une histoire, si on travaille sur une histoire d'un personnage alcoolique, eh bien, ce personnage-là, qu'est-ce qu'il va rechercher? Qu'est-ce qui va le pousser à évoluer dans l'histoire? C'est le désir de boire de l'alcool dans l'histoire. C'est ça qui va le pousser pendant toute l'histoire. Et finalement, à la fin de l'histoire, qu'est-ce qu'il va comprendre?
il va se rendre compte qu'en fait, finalement, je dis n'importe quoi, mais bon, ça peut être un scénario. Donc, il va se rendre compte qu'en fait, boire, c'était un désir. Et ce qui est important pour lui, ce n'est pas de boire. Ce n'est pas de boire de l'alcool, c'est peut-être de boire de l'eau. Et que l'alcool, c'est quelque chose de dangereux pour lui, de dangereux pour la santé. Donc, il comprend que finalement, l'alcool est un désir qui est dangereux pour lui. Donc, il a mené dans un mauvais sens. Et il se rend compte qu'il y a plus important que boire de l'alcool. Il va peut-être s'occuper de sa famille, il y aura peut-être autre chose. Voilà, donc, qui sont vraiment importants dans la vie d'un homme. Donc, ce sont des besoins. C'est bon, on se comprend? J'ai une idée aussi que si vous m'attendez bien. Oui, oui. De l'alcool, un truc comme ça. Ça peut être un gars qui a fait des trucs dans le passé, qui ne peut pas oublier, qui peut s'adonner qu'à l'alcool pour essayer d'oublier tous ces trucs qu'il a fait dans le passé et que dans le futur, il verra que l'alcool n'est pas la solution. L'alcool n'est pas la solution, tout à fait. Donc, voilà, donc c'est quelqu'un qui est hanté par les fantômes du passé et autres. C'est ce qu'on appelle dans le scénario, dans le spectre, c'est-à-dire quelqu'un qui est fortement influencé par des éléments du passé, donc on appelle le spectre, donc qui influence son état actuel, donc qui justifie ses faiblesses mentales et ses faiblesses morales. Ok, donc merci. Ensuite, le troisième élément, il y a l'adversaire. Il faut arriver à identifier l'adversaire. Il faut arriver à le trouver, il faut arriver à le travailler comme il se doit. L'adversaire est aussi important, des fois même plus important même que le personnage principal. Plus l'adversaire est travaillé, aussi travaillé que le personnage principal, plus votre histoire sera intéressante. Si vous créez un personnage très fort, un héros très fort, très puissant, vous allez vraiment travailler sur ses faiblesses morales, mentales, sur son désir, sur son besoin finalement, et que vous n'avez pas suffisamment travaillé sur son adversaire, l'histoire ne sera pas intéressante. Il faut que l'adversaire soit aussi travaillé que le personnage principal. Alors, quand on parle d'adversaire, ce n'est pas forcément quelqu'un qui attaque de façon frontale le père. Le personnage principal, ou bien le héros, c'est quelqu'un qui est une sorte d'entrave à la quête du héros. Voilà. Donc, par exemple, dans une histoire, il n'y a pas un adversaire formel, il peut ne pas avoir un adversaire formel, c'est-à-dire quelqu'un qui essaie de combattre de façon physique, bien qui s'oppose comme ça au personnage principal. Donc, il n'y a pas un super méchant, un vilain là, qui est dans les batailles, qui à chaque fois essaie de mettre des bâtons dans les roues. Ça peut être par exemple un père, un parent, c'est ce que je voulais dire, ça peut être une mère, ça peut être un ami, en tout cas quelqu'un qui, en fait, veut peut-être le bien du héros, mais qui s'y prend mal. Donc, du coup, il devient l'adversaire. Ça peut être, par exemple, un professeur. Donc, si on a une histoire où on a le héros qui est élève et autres, donc il a peut-être un professeur là qui lui met les bâtons dans les roues. Donc, ce professeur-là, par exemple, devient l'adversaire. Donc, l'adversaire, ce n'est pas forcément quelqu'un qui combat de façon physique, bien de façon frontale le héros. Il peut être vraiment un peu plus subtil. Mais quand on écrit, par exemple, une histoire pour enfants, il faut arriver vraiment à démarquer l'adversaire du héros. Pour les enfants, quand il y a un méchant, il faut que l'enfant le reconnaisse tout de suite. Voilà. Ça, c'est important à soulever. Mais pour des histoires un peu plus corsées, des histoires un peu plus poussées, pas poussées. Pour adultes, par exemple, comme des drames, il faut arriver à être un peu plus subtil dans les éléments qu'on attribue à l'adversaire. Oui, il y a quelqu'un qui voulait réagir. Je voulais demander, je ne sais pas si vous connaissez One Punch Man, mais le héros
pas réellement d'adversaire. Et pourtant, c'est quelque chose qui a réussi beaucoup, en fait. C'est un anime finalement qui a beaucoup réussi. Donc, je me disais, qu'est-ce qui fait sa particularité? Ou bien One Punch Man lui-même, son adversaire, en fait, c'est lui-même. Je sais pas si vous pouvez me clarifier dessus, quoi. Peut-être que ta réponse est dans ta question. Je ne connais pas l'histoire, ça parle de quoi en fait? C'est un super-héros qui est, dès le début, il est très fort. En fait, justement, il est trop fort. Donc, dans pratiquement tous les épisodes, il tue tous ses ennemis en un seul coup, en fait. Ouais. Donc dans son anime, il y a vraiment pas d'adversaire, quoi. Parce que même quand tu vois quelqu'un qui est très fort, il vient, il le démonte en un seul coup, et puis bon, ça continue. Mais ça fait fureur au Japon, parce que les gens regardent beaucoup. Donc je me disais, finalement, est-ce il a un adversaire? Pourquoi est-ce que les gens regardent? Puisque si je me base sur ce que vous avez dit, euh, qu'est-ce qui fait le succès de cet anime, en fait? Bon, je ne connais pas, donc je ne peux pas vraiment dire. Et puis de toutes les façons, ce qui fait le succès d'une histoire, si les gens le savaient, tout le monde serait riche. Donc, D'accord. là, c'est parce que on travaille sur un projet, on se dit que c'est un projet qui est bon, qui est intéressant, qui est des fois ambitieux ou pas. Et puis, le résultat, bon, c'est le public qui juge. Mais quand on travaille sur un projet, on essaie de mettre le meilleur de nous-mêmes. Mais donc, je ne sais pas, comme une fois de plus, je ne sais pas trop, je ne connais pas le One Punch Man, là, donc je ne peux pas trop dire, mais de façon générale, c'est que ce que j'ai dit, c'est que l'adversaire doit être aussi important, aussi travaillé que le personnage principal. Ça, c'est une recette qui fonctionne. Si vous avez un adversaire en face qui n'est pas intéressant, qui n'est pas. Des fois, même le personnage principal peut être très passable, on va dire même plutôt amorphe dans l'histoire. Mais le fait même que l'adversaire principal est quelqu'un d'assez profond, ou bien d'assez important dans l'histoire, l'histoire devient tout de suite intéressante. Il y a des personnages vraiment amorphes dans l'histoire. Je vous donne un exemple, le Seigneur des Anneaux. Comment on appelle le personnage principal, celui qui doit porter l'anneau jusqu'à la montagne. Bon, à la limite, excusez-moi, il ne fait rien. C'est les gens qui l'aident, en fait, dans sa quête. Tout le monde le pousse dans sa quête. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est quelqu'un qui s'est fait aider jusqu'à la fin. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Même pour déposer, pour jeter l'anneau dans la lave, là, c'est même pas lui qui a jeté. Il a fallu que quelqu'un le pousse. Donc, son adversaire, là, le Gollum, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Il a fallu que ce soit lui qui se batte et qui le pousse à jeter l'anneau. Sinon, lui seul, il n'aurait jamais poussé jeter l'anneau. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, c'est le fait même que le personnage, et vous voyez comment Gollum, par exemple, dans cette histoire-là, est travaillé, la façon dont on montre un peu qu'est-ce qui a fait que ce personnage est devenu hanté par l'amour, tout ça, comment il est travaillé. Ça fait que ce personnage-là rend l'histoire intéressante. Et vous voyez, il est présent comme ça pendant toute l'histoire. Voilà. Donc, c'était un peu de ça que je voulais parler. C'est bon? Bon, on continue. Donc, il y a le plan du héros. Oui. Donc, il y a le plan du héros. Alors, le plan du héros, c'est la stratégie à un certain moment donné que le héros va mettre en place pour essayer d'atteindre son objectif, ou bien certains de ses objectifs à un certain moment donné. Donc, ça peut être il peut mettre en place un premier plan pour assouvir son désir. Donc, voilà, donc pour pouvoir atteindre son objectif. Donc, il faut forcément, à un certain moment donné de l'histoire, que le personnage puisse avoir un plan. Et en fonction du type de récit, il y a des éléments comme le plan qui sont plus importants que d'autres.
Ensuite, le cinquième point, c'est la confrontation finale, donc avec l'adversaire, bien sûr. Le sixième point, c'est la révélation personnelle, parce que comme j'ai dit dans une histoire, il faut que le personnage puisse comprendre, apprendre quelque chose. Et l'élément qui va déclencher, qui va lui permettre de comprendre, qui va sortir de son paradigme initial là, c'est vraiment la révélation. Il faut à un certain moment de l'histoire que le personnage puisse avoir une révélation pour qu'il puisse comprendre quelque chose. Et c'est à ce moment-là qu'il arrive à résoudre son problème. Et le septième élément, donc, qui est le nouvel équilibre. Donc, voici les 7 étapes de la structure narrative. Faiblesse, besoin, désir, l'adversaire, le plan du héros, la confrontation finale, la révélation personnelle et le nouvel équilibre. C'est bon? Une question. Il y a d'autres questions? Le fait de sorte que le personnage doit apprendre des choses avant la fin de tout ça. Dans l'histoire de Seigneur des Anneaux, après le film, quel a été le bon? Je pas si vous pouvez m'expliquer, parce que moi j'ai regardé le film de Seigneur des Anneaux. Après, à la fin, qu'est-ce que le personnage a appris? Si je t'entends très mal, donc si tu peux envoyer un texto, je vais le lire et puis répondre. Parce que là, je t'entends un peu mal. Donc, tu envoies un texto, en attendant, on essaie d'avancer et puis je te réponds dès que tu envoies le texto. Ok. Donc, voici comme je disais, les 7 étapes. À côté de ça, il y a d'autres éléments pour écrire son scénario. On a ce qu'on appelle les orientations principales, les 2 grandes orientations. Donc, on a les 2 grands genres, on va dire les 2 grands genres. Qui connaît les 2 grands genres? Les 2 grands styles. Personne? Dans les histoires, il y a 2 grands styles, vous ne connaissez pas. Il y a les 2 grands styles, c'est quoi? C'est la comédie et puis le drame, ça vous connaissez. La comédie et puis le drame. Alors, la comédie, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un genre d'histoire, c'est un style, donc qui est basé sur tout ce qui est éphémère, tout ce qui est extérieur. Donc, la comédie, attention, il ne faudrait pas penser que tout ce qui est comédie est forcément drôle, voilà, jusqu'à la chose. Non. La comédie, en fait, c'est basé sur tout ce qui est éphémère, sur tout ce qui est extérieur. Alors que le drame, c'est tourné vers l'intérieur. Donc, dans tout ce qui est, toutes les histoires dramatiques, ce style-là est tourné vers l'intérieur, sur les émotions des personnages, sur vraiment tout. Ça veut dire que c'est un travail intérieur. On essaie de faire ressortir tout ce qui est à l'intérieur du personnage, toutes ses émotions, tous ces éléments. Voilà. Et comme en général, c'est les émotions les plus, un peu tristes, un peu, voilà, qui sont proches de la souffrance, des fois qui touchent très souvent le public. En général, les auteurs mettent vraiment l'accent sur ces éléments-là, vraiment travailler, vraiment toucher le public. Donc voilà, donc c'est les 2 grands genres, comédie et drame. Ça va? Il y a une question à ce niveau-là? Non? Ok, je continue. Alors, à côté de ces 2 grands genres, si je retrouve dans ce que je dit tout à l'heure, il y a 12 grands genres majeurs. 12 grands genres. Il y a l'action, ça tout le monde connaît. Les films d'action. Tu peux citer un autre genre? Il y a la comédie, il y a le crime. Il y a le polar, il y a le fantastique.
il y a le film d'horreur, il y a le film d'amour, il y a le chef-d'œuvre, il y a le mémoire, il y a le mythe, il y a la science-fiction et il y a le thriller. C'est bon? Je cite encore une fois, il y a le film d'action, il y a la comédie, il y a le crime, il y a le polar, il y a le fantastique, il y a l'horreur, il y a le film d'amour, il y a le film d'amour, film d'amitié. Je vais expliquer pourquoi tout à l'heure. Il y a le chef-d'œuvre, il y a le mémoire, il y a le mythe, il y a la science-fiction et puis il y a le thriller. Donc, je parlais au départ, je disais qu'en général, dans une histoire, il y a toujours un personnage qui pousse, qui porte l'histoire. Mais dans le cas du type du style, donc du film d'amour, c'est le seul genre, film d'amour, film d'amitié, c'est le seul genre où il y a deux personnages principaux. Dans un film d'amour, il y a deux personnages principaux. Donc, il faut que ces deux personnages-là aient la même valeur. Si vous faites un film, une histoire d'amour, une histoire machin, ou bien une histoire d'amitié, où il y a un personnage qui est devant l'autre, c'est que c'est pas bon. Il faut que ces deux personnages-là aient la même valeur, aient la même importance. Et c'est le seul genre où les deux personnages sont à la fois, c'est marrant parce que les deux personnages sont à la fois adversaires et héros. C'est le seul genre. Donc, film d'amour, film d'amitié. On se comprend? Oui, je voulais savoir, comment est-ce que vous définissez l'importance d'un personnage? C'est par son temps d'apparition ou bien c'est par... L'importance d'un personnage, en fait, c'est... Il y a son temps d'apparition. Par exemple, le héros, en général, hein, le héros, il apparaît plus que les autres. Il y a peut-être ça, mais c'est surtout le travail qui est fait autour du personnage. Donc, la façon dont on travaille, la façon dont les intrigues tournent autour de lui, la façon dont on corse sa faiblesse, on corse son besoin, on corse son spectre, pourquoi est-ce qu'il est devenu comme ça, la façon dont on le travaille en fait, la façon dont il est structuré, la façon dont on fait un travail préparatoire sur lui, sur son profil psychologique, sur tous ces éléments-là. Donc, plus ce personnage est travaillé, plus ça va se ressentir dans l'histoire. Par exemple, on a un personnage qui est très violent. Pourquoi est-ce qu'il est violent? S'il est juste violent, qu'il se va bâtonner tout le monde, bon, c'est vrai, il va bâtonner tout le monde, il est fort, bon, il fait ceci, il fait cela. Mais quand on comprend pourquoi est-ce qu'il est comme ça, et qu'est-ce qu'il recherche, et que nous, on arrive à justifier ses actes, ou bien à comprendre pourquoi est-ce qu'il est comme ça, à ce moment-là, ce personnage-là devient très fort. Même les adversaires. C'est-à-dire que quand le héros, par exemple, a un ennemi qui est très fort, qui a un certain charisme, et qu'on arrive à comprendre, à la limite, on devient un peu comme un ami de l'adversaire. Donc, je dis, plus ce travail est fait, plus l'histoire devient intéressante, plus le personnage ou bien l'adversaire commence à avoir de la valeur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon, ça va. Merci beaucoup. OK. Donc, au niveau des 12 genres majeurs, c'est bon, il n'y a pas de questions. Hein. Bon, ce qu'on peut dire, par exemple, le film d'action, il y a d'autres éléments qu'on n'aura peut-être pas le temps de voir. Le film d'action, par exemple, on est vraiment focus sur la ligne de désir, c'est-à-dire sur le désir du héros. C'est un film d'action, il a un objectif, il faut qu'il arrive au bout. La comédie, bon, c'est la comédie, donc comme on en a dit, c'est basé, ça tourne autour de tout ce qui est extérieur, tout ce qui est éphémère. Il y a le crime, donc il y a le polar aussi, il y a le fantastique. Dans le film d'horreur, on met vraiment l'accent sur le spectre, donc sur tout ce qui s'est passé avant en général.
l'influence du spectre dans le film d'horreur est très, très présente. Donc, il y a le film d'amour, on a parlé de ça tout à l'heure, ou le film d'amitié. Il y a le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre, ce n'est pas vraiment un genre en tant que tel, parce que bon, il y a le mémoire, il y a le mythe, il y a la science-fiction, il y a le thriller. Maintenant, il faut savoir que dans ces 12 genres-là, chaque genre peut s'interconnecter. C'est-à-dire qu'on peut faire un mélange de différents genres, 2, 3 genres ensemble. Donc, on peut faire une histoire d'amour et puis une histoire d'action, on peut les mettre ensemble. Ou bien un film de science-fiction, on peut panacher un film d'horreur, voilà, ce genre de trucs-là. Donc, par exemple, un film de science-fiction, un genre science-fiction connecté à un genre horreur, ça donne Alien, par exemple. Un genre amour, donc amour qui est connecté à un style d'action, un film d'action, par exemple, ça peut être Rocky. Si vous voyez, on ne se rend pas compte, mais par exemple, le personnage d'Adrian dans Rocky, c'est un personnage très, très puissant, très important. C'est quelqu'un qui a été complexé, frustré par son frère. Vous voyez un peu comment son frère se comporte dans Rocky. Donc, elle a l'air d'être un peu absente dans l'histoire, mais elle est très, très importante, elle est très présente. Donc, ça, par exemple, c'est un film d'amour qui est panaché à un film d'action, par exemple. Donc, voilà. Je continue, je vais peut-être parler d'un dernier élément qui peut être intéressant aussi. Il y a ce qu'on appelle dans la narration, dans la technique de la narration, les stades sociaux du récit. Tu as déjà entendu parler de ça? Les stades sociaux du récit. Personne? Alors, il y a 4 grands stades. Il y a 4 grands, il y a un 5e, mais bon, en général, les 4 principaux, c'est le stade sauvage. Il y a le stade du village, il y a le stade de la ville et il y a le stade de la ville oppressante. Donc, ce qui est intéressant dedans, c'est que le stade sauvage, dans le stade sauvage, c'est la nature qui est toute puissante. Vous allez voir un peu, hein, c'est quand même assez intéressant. Donc, dans le stade sauvage, c'est la nature qui est toute puissante. L'homme a du mal à comprendre ou bien est fortement influencé par la nature. C'est bon? Donc, c'est le stade donc, de la puissance donc, du volcan, des tempêtes, ce genre de choses, de la neige. Par exemple, la guerre du feu. Vous voyez, par exemple, c'est un exemple typique de cet état-là, du stade sauvage. Ensuite, on a le stade du village. Donc, l'homme quitte l'état sauvage, donc l'état animal, pour arriver à l'étape du village. Donc, dans cette étape-là, en fait, c'est l'étape des grands guerriers. L'étape des grands guerriers. Donc, l'homme commence à contrôler un peu plus son environnement, mais dans cette étape-là, c'est la loi du plus fort. Voilà. Ensuite, on a l'étape de la vie. L'étape de la vie, on est un peu plus proche des émotions, des sentiments, ce genre de choses. Donc, voilà, donc de la routine aussi qui devient un peu une sorte d'entrave. Dans ce stade-là, en fait, l'homme recherche un peu plus sa liberté, la liberté personnelle, ce genre de choses. Ensuite, la 4e étape, c'est la ville oppressante. La ville oppressante, c'est l'étape de... Ça veut dire que ça va au-delà de l'étape de la ville, ça veut dire que c'est une étape où l'homme devient comme une machine, il devient comme il n'est plus les émotions de l'homme, l'état moral, mental de l'homme n'est plus important. L'homme est utilisé comme une machine. Donc, il est opprimé à tout moment. Exemple, Matrix, Judge Dredd, voilà. Donc, en général, dans ce genre de récits-là, c'est des récits qui sont plus ou moins liés, c'est vraiment pour la science-fiction en général. Donc, vous avez remarqué,
Donc, plus l'homme est proche de l'état animal, plus la nature a beaucoup d'influence sur lui, plus il s'approche de la ville, plus il retourne, on se rapproche de ses émotions, on se rapproche de tout ce qu'il a à l'intérieur. Et quand on commence à aller quand on commence à parler des thèmes qui sont proches, qui parlent de l'avenir, du futur de l'homme, tout ça, on met plus l'accent sur le fait que l'homme va commencer à devenir un outil. Voilà. L'homme n'aura plus d'importance, il sera opprimé. C'est bon? Maintenant, la cinquième étape, on peut parler de ça rapidement. La cinquième étape, c'est le retour à l'état animal, l'état sauvage. Donc, on est quitté du stade sauvage, on arrive au stade du village, le stade de la ville, le stade de la ville oppressante. Et la dernière étape, c'est le retour à l'état sauvage, comme dans Avatar. Voilà. C'est bon? Donc, voici un peu en gros ce que je peux dire, ce que je peux vous proposer pour le scénario. Je ne sais pas si ça va vous être utile. S'il y a des questions, on peut rapidement répondre à certaines questions. Il est pratiquement 10h30. On va parler un peu quand même de la mise en scène. On n'aura pas le temps de s'étaler là-dessus. Mais déjà, s'il y a des questions pour le scénario, pour tout ce qu'on vient de dire. Il n'y a pas de questions? On a bien compris. Bon. Donc, je vais parler un peu de la mise en scène. Je vais plutôt, pour ne pas, vu qu'on a un peu pris par le temps, je vais plutôt parler des éléments qui peuvent être importants, intéressants pour vous dans votre processus de production. Donc, on a parlé tout à l'heure du travail préparatoire, on a bossé un peu le processus de création, donc la mise en place des idées, tout ça, on a parlé un peu du scénario, on a parlé de certains éléments. Une fois qu'on a le scénario est bon, il est prêt, il est validé, élément très très important, il est intéressant de mettre en place, bien de travailler sur ce qu'on appelle le storyboard. On essaie ce qu'on appelle le storyboard. Qui a déjà entendu parler du storyboard? Personne? Moi, bien sûr. Très bien. Donc, en fait, le storyboard, en fait, ça va nous permettre de préparer notre production. Ça nous permet de mettre en place, d'ordonner les choses pour que lorsqu'on va rentrer en production, on puisse aller plus vite. Le storyboard, c'est en fait une illustration du scénario. Donc, comment est-ce que on se donne en fait une idée de comment est-ce que le scénario va être je vais montrer par exemple un exemple, si j'arrive à trouver un storyboard ici. J'essaie de voir si... Oui. Dans le film, dans le making of que je regarde actuellement, j'entends parler souvent du concept art. Tu vois des personnages dans l'environnement. Oui. Mais ça va bien avant le storyboard ou après le storyboard. Ouais. Ah, tu veux savoir ce que c'est? Non, il sait déjà ce que c'est, mais le concept art doit être fait
avant le storyboard ou avant le... Je veux savoir si ça doit être fait avant ou après. Oui. Excusez-moi, je suis en train de... Bon, le storyboard, il peut avoir plusieurs... donc, il peut avoir plusieurs configurations en fonction de... en fait, c'est pour vraiment illustrer notre scénario. Comment est-ce que ça sera... on se donne une idée de comment est-ce que ça sera à peu près, en fait. Quelles seront les valeurs de plan, comment est-ce que le personnage doit être placé. Donc, ça, c'est vraiment une technique. Je vais vous montrer un exemple, par exemple, de storyboard. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est un storyboard. Voilà. Donc voilà, on essaie de les valeurs de plan en fonction de la scène. En fait, dans le storyboard, le dessin, la qualité, la beauté du dessin n'est pas vraiment importante. Hein. C'est vraiment les plans, les expressions des personnages, ce genre de choses-là qui sont vraiment importantes. Voilà. Donc, pour une scène donnée, à une étape donnée de l'histoire, quel cadrage on va choisir, quel personnage on va plutôt mettre en avant par rapport à un autre. Voilà, c'est vraiment ça qui est important. Le dessin, c'est pas, ça n'empêche pas d'avoir la beauté du dessin, c'est pas un tableau, c'est pas une œuvre d'art qu'on essaie de faire dans une storyboard. C'est vraiment arriver à illustrer l'histoire, voilà, le scénario qui nous est confié. Quoi. Donc, voici un peu. Maintenant, pour répondre à la question de Sansi, le concept art, en fait, il est fait parallèlement. On peut le faire après, on peut le faire avant, comme vous voulez, mais c'est le qui soit fait parallèlement. C'est-à-dire, pendant qu'un storyboarder est en train de travailler sur le storyboard, celui qui va travailler, en fait, le concept art, en fait, c'est trop anglais. On peut parler de la bible graphique, on peut parler de color case, ce genre de choses, c'est des éléments qui peuvent être mis ensemble pour présenter un peu comment est-ce que le décor sera, les couleurs, ce genre de choses-là, le style. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, c'est vraiment l'ambiance, donc le style graphique qu'on va choisir, c'est tout ça qu'on sait pas. Et ça peut se faire parallèlement au storyboard. Pendant que le storyboarder, il se focus sur les plans et l'expression, comment est-ce que les personnages vont réagir par rapport au texte ou bien au scénario. C'est vraiment lui qui focus sur ça. Il ne cherche pas à voir les couleurs, ça ne l'intéresse pas. Maintenant, tout ce qui est concept art peut être fait par quelqu'un d'autre et parallèlement. Donc, l'un ne gêne pas l'autre. Maintenant, si vous êtes seul sur votre production, vous pouvez mettre le concept art avant le storyboard ou après, c'est selon, il n'y a pas de problème. L'un ne gêne pas l'autre en fait. C'est bon? Donc, voilà. C'est bon? OK. Donc, voilà. Donc, comme je disais, le storyboard, c'est vraiment un élément intéressant, un élément... le storyboard, en fait, il est né dans, je crois, si je ne me trompe pas, dans les studios Disney. C'est eux qui ont été pratiquement les premiers à faire des storyboards. Parce que quand ils devaient faire un film d'animation, ils devaient, au lieu de commencer tout de suite à faire les dessins, sans savoir vraiment où on va, ils ont essayé de mettre des éléments, des étapes clés dans la production de l'animation. C'est ce qui a donné le storyboard. Et au fur et à mesure, les autres studios qui faisaient des productions, des films live, se sont rendus compte que c'était un élément important, intéressant pour la production. Ça permettait de savoir exactement là où on allait. Ce qui est intéressant dans le storyboard aussi, ça permet de savoir exactement quels sont les décors dont on a besoin, quels genres de personnages, combien de personnages, faire les repérages, tout ça. Voilà, ça permet dans le storyboard de voir bien, d'avoir une idée de tout ça. Et ce qui est important, ça nous donne une idée
de comment est-ce que les scènes seront, ou bien comment est-ce qu'on va faire la mise en scène, par exemple, si on fait du live. Autre élément pour nous aider dans la mise en scène, peut-être le dernier, on va s'arrêter là, comme il y a des éléments. Ce que je voulais dire, c'est que, comment on dit ça? J'ai un petit peu de mémoire. Excusez-moi, j'ai un peu de mémoire. Ça ne revient plus. Hein. Ça me... Bon, c'était le dernier élément, je ne sais pas pourquoi est-ce que... Donc, bon, de toute façon, donc, ce que je suis en train de dire, donc, le storyboard va vous permettre d'avoir une idée donc, du budget, de tout ce que vous... Ça m'énerve parce que j'ai oublié ce que je voulais dire. Donc, ça va vous permettre d'avoir une idée donc, de votre production. Ça vous donne une idée de comment est-ce que l'histoire pourrait être assez facilement. Et puis, bon, voilà. Une question à poser. Oui. Les différents plans dans une vidéo, dans un montage. Les différents plans, définis, c'est pas forcément ça. Selon moi, les différents plans dans une vidéo, dans un... Merci. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci, tu m'as sauvé un peu. En fait, je voulais parler de la mise en scène, donc des éléments de la mise en scène. En fait, quand on travaille sur une histoire, quand on quitte d'une scène à une autre, de façon générale, il faut, premier élément, il faut juste présenter, il faut avoir un plan un peu large pour que votre public puisse savoir, bien avoir une idée de l'ambiance autour des personnages. Où est-ce qu'on se trouve? Est-ce que c'est une ambiance plutôt joyeuse? Est-ce que c'est une ambiance plutôt triste? Ce genre d'éléments. Et puis, ces plans vraiment desserrés, là, ça permet juste de se donner, d'avoir une idée de l'environnement. Après, le reste des plans, c'est des plans beaucoup plus rapprochés. Parce que pour ressortir les émotions, il faut vraiment serrer sur les personnages pour qu'on puisse sentir les émotions. Donc, c'est l'élément le plus important dans la mise en scène. Voilà. Et il faut arriver à faire de bons cadrages, il ne faut pas arriver à trouver des bons cadrages, ce genre de choses. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, en général, les plans, les vues d'ensemble, c'est juste pour avoir une idée du décor. Voilà. Donc, il faut éviter de faire vue d'ensemble, après on vient en scène sur le personnage. On fait à peine 2 secondes, on retourne encore vue d'ensemble. Bon, on ne sait pas trop à quoi ça sert. La vue d'ensemble, c'est vraiment pour présenter le décor autour des personnages. Donc, c'est juste ça que je voulais dire. Et pour compléter un peu ce que Sansi a dit, effectivement, le storyboard, ça nous permet d'avoir une idée des valeurs du plan. Donc, élément très, très important. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais copier inbox là, les éléments, donc les 7 étapes là, pour ceux que ça intéresse. Et puis comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous envoyer des éléments, soit par mail. On se fera toujours le plaisir de vous répondre. Donc, j'espère que s'il n'y a plus de questions, bien sûr, j'espère que ce petit entretien-là vous a plu. J'espère que vous avez pu tirer quelque chose et que ça vous permettra de travailler sur votre projet d'animation, donc de court-métrage. Et franchement, c'est les 7 étapes
si vous l'avez compris, essayez de les appliquer, parce que c'est vraiment important. Voilà. Cette étape-là peut être appliquée dans tous les genres. Tous les genres. Dans tous les genres, ça peut être appliqué. Même pour un sport de 30 secondes, essayez d'appliquer les 7 étapes, vous verrez que votre sport sera vraiment meilleur. Donc, dans tous les genres, on peut utiliser ça. Sport télé, court-métrage, documentaire, long-métrage, série, tout. Ça passe partout. Et ça fonctionne très bien. C'est bon? Donc, merci à tout le monde. Merci à vous d'avoir suivi cette deuxième formation. Et on se retrouve très bientôt pour la suite, pour la troisième formation. Allez. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.